Et une nouvelle séquence qui démarre avec Jean-Christophe Lambert, bonjour, cofondateur et CEO d'Ascendance. Bonjour. Bienvenue. Et puis Stanislas Maximin, fondateur exécutif chairman de Latitude. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et bienvenue sur cette scène du cercle. Alors avant de parler de vos deux entreprises et d'Ascendance et de Latitude, une première question d'ouverture pour lancer cette thématique, comment vous imaginez et vous envisagez tous les deux la mobilité dans les 10 à 20 prochaines années? Jean-Christophe. Alors, déjà, le premier mot, c'est décarboner, de mon côté. On s'oriente vers une mobilité beaucoup plus agile, de point à point, flexible aussi. On voit qu'elle s'adapte de plus en plus aux demandes des utilisateurs et aux besoins selon les géographies et les zones. Donc, décarboner et multimodal et adapté aux besoins. Stanislas. Nous, la mobilité est un petit peu différente. On ne transporte pas encore des humains. Maintenant, je pense qu'il faut commencer à se projeter dans un monde où on va transporter des humains à travers l'espace. Que ça soit en orbite, que ça soit sur notre satellite la Lune, ou que ça soit même du point à point. Je pense qu'avec des applications militaires au début, et puis peut-être des applications réelles, mais qui ne voudraient pas aller en voyage en 45 minutes à l'autre bout du monde, si on arrive à le rendre suffisamment peu cher. Maintenant, c'est pas pour demain, c'est pour ça que pour le moment, dans le spatial, on envoie majoritairement des satellites. On va en parler. Effectivement, quelle technologie développent vos deux entreprises pour contribuer à la mobilité de demain? Stanislas, je te garde la parole. Oui, Latitude. Absolument. Donc chez Latitude, on est une entreprise basée à Reims. On développe des fusées, des petites fusées. Alors petit, c'est 20 mètres de haut. Mais c'est plus petit que d'autres qui en font 75. Et on envoie par contre que 200 à 300 kg dans l'espace. Notre métier, c'est d'envoyer des petits satellites qui font la taille d'une machine à laver globalement dans l'espace, qui vont prendre des photos, qui vont communiquer, qui vont détecter plein de choses et qui vont apporter de la valeur sur notre planète. Donc nous, on est transporteurs. Globalement, je suis un peu le Uber Eats de l'espace. Pas cher, rapide. Voilà. Combien de personnes dans l'entreprise? On est un peu moins de 200, on est 180 et des poussières. Ouais. Voilà, on fabrique toute la fusée est développée en interne sur notre site à Reims, sur notre usine, testée sur notre site à l'aéroport de Vatry. On a tout un tas de partenaires pour nous aider, bien évidemment, sur toute la supply chain. On en parlait avec Jean-Christophe. Voilà, et on est sur la fin du développement. On a passé les phases les plus importantes. Maintenant, on est en train de fabriquer la première fusée pour tout tester au cours des prochains mois. Et l'idée, c'est effectivement d'envoyer ces satellites qui font la taille d'une machine, qui font moins de 50 kg? Entre 50 et 200 grand max. Ouais. Ok, ouais. 50 et 200, et ça c'est petit, effectivement, pour qu'on se rende compte. C'est très petit, ouais. Ouais, c'est très petit par rapport à des satellites classiques avec lesquels vous aviez Canal, etc. Par satellite. C'était des satellites qui pesaient plusieurs tonnes et qui surtout étaient envoyés très très loin, à 36 000 km. En ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire, vous en avez entendu parler. Aujourd'hui, les satellites que nous on les envoie à 500 km d'altitude. Donc imaginez la différence d'énergie, c'est massif. Et quel était le besoin? Pourquoi vous êtes allé sur ce marché-là? Quelle était la demande? La demande, elle était de nos clients. Globalement, comme je disais, les satellites, ils étaient énormes. Pesaient plusieurs tonnes, ils coûtaient des centaines de millions d'euros, et les fusées pour les envoyer dans l'espace coûtaient des centaines de millions d'euros. Et on envoyait quelques dizaines de satellites chaque année. Ça, c'était jusqu'aux années 2000. Et en fait, grâce à la miniaturisation des composants électroniques, comme on l'a vécu dans tous les domaines, et puis d'autres approches d'ailleurs liées à l'ingénierie dans le spatial, des nouveaux formats de satellites ont été créés, et surtout des nouveaux besoins sont rendus possibles. Plus de puissance de calcul ont fait que on pouvait prendre des photos et les traiter directement à bord du satellite, qu'on pouvait communiquer de manière beaucoup plus efficace, bref, toute la recherche sur les matériaux, etc. Donc ça fait que les satellites en fait sont devenus considérablement plus petits et qu'on peut faire des très belles choses avec des beaucoup plus petits satellites. On n'a pas toujours besoin d'avoir par exemple une résolution d'image ou à 30 cm par pixel. Parfois, du 3 mètres, ça suffit largement pour détecter un char ou pour également analyser la lumière au-dessus d'un champ agricole et déterminer s'il y a trop d'eau, s'il n'y a pas assez d'eau, s'il y a trop de produits phytosanitaires, etc. Donc il y a vraiment eu un besoin. Et surtout, ce qui est devenu intéressant, c'est que le marché s'est autoporté. C'est que les premiers qui ont fait ça ont un peu cassé le truc. Et ensuite, ça a ouvert une possibilité assez phénoménale, puisque maintenant que les petits satellites, ça coûte moins d'1 million d'euros à faire pièce, que c'est très rapide à lancer, que ça coûte considérablement moins cher, alors vous allez dire c'est beaucoup d'argent, mais pour 100 millions d'euros, 150, vous pouvez avoir une constellation globale qui couvre la totalité de la planète
et qui génère énormément d'argent et qui a énormément d'utilité. Et comme ça coûte vraiment pas cher, il y a eu de nouveaux entrepreneurs qui ont eu des idées assez folles. Enfin, je peux citer, c'est nos grands classiques bretons d'Unseen Labs qui font de la détection de bateaux pirates, de cargo illégal, de piraterie illégale et plein d'autres choses grâce à leurs satellites. Et ils ont aujourd'hui un peu moins d'une vingtaine de satellites en orbite. Et ils font ça avec des petits satellites, quoi. Et donc des petits satellites pour Latitude, on vient de le comprendre. Et du côté d'Ascendance, c'est l'avion de demain, l'avion hybride, décollage, atterrissage vertical, c'est ça? Exactement, donc on développe un avion à décollage-atterrissage vertical qui peut transporter 4 à 6 personnes sur 400 km. Donc il faut imaginer des transports de city à city, ce qu'on dit entre New York et Washington. On fait aussi de l'interrail. On a signé des clients aux Philippines. Donc là où on n'a pas d'infrastructure ferroviaire, là où il n'y a pas de transport de masse, mais on a besoin de point à point. On travaille aussi sur le service médical. On a beaucoup de sujets autour du transport des organes, transport de médecins, transport de blessés, et puis la surveillance et la logistique. Donc effectivement, c'est l'avion de demain pour 2 raisons. Le premier, c'est qu'il est frugal, c'est-à-dire qu'il consomme beaucoup moins d'énergie, 4 fois moins d'énergie qu'un hélicoptère. On compare un hélicoptère par son décollage vertical. Et il a une motorisation hybride électrique. Et cette même hybridation, on a fait le constat chez Ascendance qu'on ne pouvait pas redévelopper tous les avions du monde. Donc on a décidé de mettre cette technologie hybride au service d'autres avions. Et donc on a notamment signé des partenariats et lancé des projets avec des avions comme Daher qui font 10-15 places. Et récemment, on a signé un partenariat stratégique avec Airbus, travailler sur un temps beaucoup plus long, mais pour hybrider des avions beaucoup plus gros. C'était ma question suivante, effectivement, c'est cette technologie. Là, c'est 4 à 6 personnes. Est-ce qu'on peut l'imaginer pour plus de monde? Donc la réponse est oui. La réponse est oui, effectivement, et elle est ce qu'on dit scalable. Le principe, en fait, il est le même, c'est-à-dire qu'on utilise l'électrique comme un boost au décollage et on réduit le moteur thermique sur la phase de croisière, un peu comme une plug-in hybride, une voiture plug-in hybride, et ça nous permet d'optimiser les systèmes, réduire le besoin énergétique. Et un autre effet qui est moins perceptible, c'est que ça nous permet de changer les architectures des avions. C'est-à-dire que l'avion de demain, il n'aura pas 2 moteurs, il en aura une multitude, il aura des ailes différentes, on parle d'ailes volantes, et l'association de nouvelles énergies plus ces nouvelles architectures d'avions vont nous permettre de gagner significativement en réduction carbone et réduction aussi sonore. Pourquoi plein de petits moteurs? J'ai une question, je suis curieux. Pourquoi plein de moteurs? Ça change quoi? Alors, bon, je vais rentrer dans des sujets techniques. Il y a 2 bienfaits à avoir plusieurs moteurs. C'est que les disposer de façon sur les ailes nous permet d'optimiser l'aérodynamique parce qu'on joue sur la soufflante du moteur. Et ça nous permet de réduire aussi la puissance embarquée parce que pourquoi les avions ont 2 moteurs? C'est que si on en perd un, l'autre doit faire le travail du moteur perdu. Donc un moteur doit assurer la puissance de 2 moteurs. Si on en a par exemple 100, si on en perd un, donc 99 doivent assurer la puissance de 100. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une sûreté accrue et on a besoin d'embarquer moins de puissance, donc moins de consommation, moins de surdimensionnement. Très clair, merci beaucoup. Vous êtes étonnamment mais à Toulouse, effectivement, c'est surprenant. Alors, on est né à Paris et puis au bout de 2 ans, la réalité nous a rattrapés et on s'est dit qu'il fallait aller à Toulouse. Et vous êtes une centaine, c'est ça? Ouais, on est un peu plus de 100 effectivement. Alors l'un et l'autre, je veux bien vous entendre sur les grands défis qui sont face à vous dans vos secteurs. Vous essayez tous les deux d'arriver et de changer les choses dans des secteurs qui sont j'imagine que c'est complexe pour des jeunes entreprises d'arriver dans ces secteurs, aussi bien sur le spatial, le satellite, qu'au niveau de la mobilité aérienne. Quels sont un peu les grands défis pour vous? Et vous avez dit quelque chose, Jean-Christophe, tout à l'heure d'assez intéressant, c'est que vous parliez d'Airbus en disant là on est dans un temps très long. Mais dans tous les cas, vous êtes dans des temps très longs tous les deux parce qu'effectivement, il y a la R&D très longue, j'imagine. Alors, effectivement, on en parlait avant avec Stanislas sur la supply chain. Je pense que le temps long et le côté industriel et me concernant réglementaire sont les plus gros enjeux. Temps long parce qu'on développe des technologies qui sont certifiées. Il faut savoir qu'un avion, pour transporter des passagers, sur les cas critiques, il doit démontrer qu'il a moins d'une défaillance tous les milliards d'événements. Donc ce n'est pas une technologie qu'on développe comme ça si facilement. La seconde chose, c'est qu'on transforme vraiment notre industrie. Et on le voit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'Ascendance qui apprend, il y a tous nos partenaires, que ce soit sur le composite, que ce soit sur les technologies électriques, que ce soit sur le logiciel.
Et donc, en fait, on absorbe aussi tous les risques de nos partenaires. Donc, quand un partenaire a un problème, on est obligé de le travailler avec lui, de l'assumer. Et ensuite, il y a le temps industriel, c'est-à-dire que quand on a notre objet, effectivement, nous, on est sur l'assemblage du premier avion, on a nos pilotes d'essai qui sont en train de préparer les essais vols, donc c'est imminent. Mais après, il y a une cadence de production, il y a une usine à mettre en place, et ça demande des moyens et du temps qui est forcément, qui va au-delà des technologies type SaaS qu'on a l'habitude d'avoir. Et donc ça, il faut bien l'expliquer. J'ai usage de dire que l'avantage, c'est que quand on a mis ces barrières à l'entrée, on a quand même un boulevard devant nous. Donc il y a des avantages, mais il faut savoir avoir des investisseurs, des partenaires qui soient patients. On va le développer ça, effectivement, sur la partie investisseur. Stanislas, sur cet élément du temps long, c'est le grand défi pour vous? Il y en a plusieurs, peut-être. Ouais, le temps est toujours trop long. On n'est jamais assez rapide. Tout prend trop de temps. Tout partenaire nous livre toujours en retard. Mais tout ça est relatif, en fait. La réalité, c'est pas qu'il nous livre en retard. C'est que tu l'as parfaitement dit, Jean-Christophe. C'est qu'on demande des choses qui ne sont pas classiques. On les fait monter en compétences. Il nous faut monter en compétences. Et on découvre des choses. Et on assume les risques ensemble. Du coup, forcément, ça fait des surprises. Et ça crée du temps long. Maintenant, c'est pas une fatalité le temps long. Moi, j'ai pas de contraintes comme toi, par exemple, sur la réglementation. Enfin, attention, il y a des réglementations dans les lanceurs. Hein. On lance pas des lanceurs depuis un jardin sans. Voilà. Mais je veux dire considérablement moins que toi. Moi, je dois juste prouver que si mon truc explose, ça tue personne. Toi, c'est un peu plus complexe que ça, toi. Et j'exagère quand je dis ça. Ne pensez pas que c'est si simple de faire des lanceurs. Mais donc, la complexité principale, c'est qu'on a un système composé de milliers de pièces qui interagissent ensemble, qui traversent un nombre de d'espaces différents. On va de globalement 0 à Mach 25, même si on est dans l'espace, donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais globalement à 28 000 km/h en quelques minutes. On traverse le mur du son en moins de 2 minutes, largement moins de 2 minutes, 45 secondes c'est fait. On est dans l'espace, globalement, 163 secondes, un peu moins, 160 secondes. Ça y est, on a franchi les limites de l'espace. Et c'est que la moitié du vol, parce qu'il faut encore accélérer pour se mettre en orbite. Donc, on a un système qui voit des températures de dingue, etc. Et la réalité, c'est que trouver les composants qui fonctionnent, ça, c'est pas si dur. Enfin, c'est dur, mais c'est pas si dur. Mais trouver les composants qui fonctionnent dans un temps de développement limité, parce que j'ai pas 400 millions d'euros à développer pour mon projet. Et faire en sorte qu'à la production, je puisse gagner de l'argent, c'est-à-dire que ce composant-là, oui, il fasse le taf, mais qu'il soit pas trop cher, ça, c'est super compliqué. Et c'est super compliqué parce qu'on a très, très, très peu de marge. La différence, enfin, typiquement, mon lanceur, au décollage, il pèse 23 tonnes, 24 tonnes. S'il pesait 200 kg de plus, j'envoie 0 dans l'espace. Donc je satellise moins d'1% de ma masse. Je mets en orbite que moins d'1% de ma masse au décollage. Donc c'est super compliqué à ce niveau-là. Et du coup, c'est tout le reste qui en découle. Hein. C'est encore une fois... et encore, enfin, si on peut aller loin, c'est toute la partie essayer ce qu'on fait. Quand on essaye un moteur fusée qui pousse à 40 kN, donc 4 tonnes, qui crée des flammes à 3000 degrés, ça fait du son et il faut personne à 2 km à la ronde. C'était ce que j'allais demander. Où on fait ces tests-là dans ces cas-là et où ça se passe quand on teste un lanceur Alors, pour tester tout ce qui est avant, c'est-à-dire avant le décollage, il faut des zones d'essai. Les zones d'essai, c'est pas facile. Nous, on a galéré, tel point qu'on est allé au début dans les îles Shetland. Okay. Donc, paumé. D'ailleurs, j'aurais bien aimé avoir ça m'aurait évité de conduire 8 heures entre 3 îles enneigées. Mais c'est tout en haut des îles Shetland. Voilà, il fait très froid, beaucoup de vent. Et donc, on a testé là. Ça, c'était notre premier moteur fusée. Parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit en Europe. Okay. Ni en Europe continentale, en tout cas qui était prêt. Et ensuite, on a travaillé avec la région pour s'installer à l'aéroport de Vatry, qui est un aéroport à côté de Châlons, Châlons-en-Champagne bien sûr, et on a installé une zone de plusieurs hectares. Aujourd'hui on a plusieurs bancs d'essai, on peut tester nos turbopompes, on peut tester nos étages, on peut tester notre fusée, on commence dès maintenant, dès cette semaine, à lancer les travaux pour faire une réplique de notre pas de tir, mais on décollera pas depuis cet endroit-là, pour des raisons, c'est que j'ai pas le droit de survoler des zones habitées, parce que je suis pas... parce que je veux pas être embêté par toutes les règles que toi tu dois respecter, et parce que la réalité c'est que je pourrais jamais les respecter. Et donc on doit généralement décoller depuis des endroits qui sont relativement soit désertiques, soit avec un dégagement.
Il n'y a pas beaucoup de pas de tir, enfin de spatioport, spaceport comme on dit. Bon, tout le monde connaît la Guyane française. Je peux en parler, j'y étais la semaine dernière. La Guyane française est un bon exemple, avec ses propres défauts, mais c'est un très très bon exemple, et c'est d'ailleurs le plus performant de tous les pas de tir. Et donc comme vous le voyez, on tire généralement vers l'est, et globalement à l'est de la Guyane, il y a de l'océan à perte de vue jusqu'à l'Afrique, et généralement vous êtes déjà dans l'espace au-dessus de l'Afrique, largement. Puis on a d'autres, la Floride, même principe. Il y a Vostochny en Russie. Enfin bref, c'est tous ces pays, le plus isolé que vous puissiez être, donc c'est pas possible typiquement de tirer depuis la métropole. Donc ça demande, donc, dans ce que je comprends et dans ce que vous dites tous les deux, temps long, développement, des règles à respecter, des contraintes, ça demande de l'investissement, ça demande du financement et de l'investissement. Comment ça se passe de votre côté, Jean-Christophe? Comment vous financez? Alors, on finance par levée de fonds. On a 3 sources de financement. On a les levées de fonds, on a les subventions et la dette, et on a le revenu. Donc les levées de fonds, c'est quelque chose d'assez difficile quand même en Europe, parce qu'on a en face 2 pays pour nous qui sont en très forte concurrence, les États-Unis. Et là, on a 3 acteurs qui sont financés à plus de 3 milliards. Nous, Ascendance, on a levé à peu près 60 millions. Donc on voit l'aspect démesuré. Et puis on a la Chine. Ensuite, on a donc la dette, les subventions, et là, il y a des programmes très importants comme France 2030 qui nous a soutenus, qui nous permettent quand même de faire des effets de levier importants. Et troisième, c'est le revenu. Alors revenu, vous allez me dire, vous n'avez pas d'avion encore, donc comment vous faites du revenu? En fait, on a décidé de commercialiser notre technologie hybride. Pour cette raison, ça nous permet d'avoir un ancrage industriel, ça nous permet d'avoir un niveau d'impact beaucoup plus important, et donc on fait du revenu en la vendant, alors des gros drones à effectivement des avions de plus en plus gros. Donc voilà, donc je vous ai donné quelques éléments. Donc les leviers nationaux et européens sont très importants, mais concrètement, je pense qu'on fait partie des premières vagues de start-up industrielles. Il y en a eu d'autres dans l'agroalimentaire et autres, mais qui se confronteront à ces enjeux-là, et il y a une filière qui se structure, c'est une bonne nouvelle, mais il reste quand même beaucoup à faire. Stanislas, je te vois. Non, parfaitement d'accord. Pareil, levée de fonds, avec des fonds français et européens. Mais même difficulté que Jean-Christophe. On a également toute la partie subvention, même si plus trop en ce moment, et puis revenus également. On a plusieurs contrats, soit avec le CNES, l'Agence spatiale française, ou avec le Fonds européen de défense, et on l'espère d'autres dans pas très longtemps. Et nos premiers contrats purement commerciaux qui vont pas tarder à tomber également, et on a plus d'une centaine de millions d'euros en précommande également. Dans le contexte qui est le nôtre actuellement, il y a un enjeu de souveraineté là aussi dans votre secteur. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir ce financement et de pouvoir être soutenu par tout un écosystème. Et on est aujourd'hui à Big, hein, effectivement. Et ça, il est fort cet enjeu de votre côté? Cet enjeu de souveraineté, Il est clé, parce que j'avais cette discussion-là avec un acteur très 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 connu du digital qui fait partie des grosses licornes françaises, qui me dit « mais moi j'ai levé plein d'argent aux États-Unis ». Je lui dis « oui, mais le sujet, effectivement, c'est la souveraineté. Et vous n'allez pas demander à un acteur américain de financer un acteur européen. Par exemple, GE Aerospace, qui est un grand industriel américain, a financé un acteur américain à hauteur de 300 millions pour développer l'hybride électrique. Un acteur américain qui avait fait le choix de 100% électrique. Alors que nous, on a choisi l'hybride depuis 2018. Pourquoi ? C'est parce qu'il va financer son marché, il va financer son industrie. Donc l'écosystème national et européen, il est clé, parce qu'on ne va pas compter sur la Chine et les États-Unis pour nous financer des assets stratégiques. En plus, la souveraineté, il faut l'avoir de deux façons nous concernant. D'un côté, on a la décarbonation de l'aviation. Il faut savoir que dans la balance commerciale, l'aviation, c'est un contributeur majeur, voire le premier contributeur. Et ce que je dis souvent, c'est si on ne fait pas cette décarbonation, ne comptons pas sur la Chine et les États-Unis pour le faire. Aujourd'hui, on a la main mise sur 1,5% du marché, du marché carbone, des émissions carbone, parce que l'aviation, c'est 3%. Donc, on a 1,5% sur lequel on peut agir. C'est une opportunité majeure. Et de l'autre, paradoxalement, on va dire, l'autre contribution à la souveraineté, c'est la défense. Et aujourd'hui, nous, on fournit l'hybridation, non pas pour décarboner la défense, mais pour augmenter les performances des gros drones à vocation militaire. Donc en fait, on est souverain par le côté défense, on est souverain par le côté décarbonation d'une industrie stratégique. Et donc cet écosystème qui est mis en place, il est clé. Le côté positif, c'est qu'il y a plusieurs initiatives, on peut les citer. Il y a quand même
BPI, je dis pas ça parce qu'on est dans l'enceinte, mais qui est quand même très volontaire sur les sujets industriels. Il y a les plans France 2030 et ça attire des investisseurs. Et puis il y a l'industrie aussi qui se bouge. Donc moi je suis président de Starter, c'est le club des startups de l'aérospatiale du GIFAS. Stan en parlera, il est aussi président d'un autre club, mais la filière se développe et les startups maintenant agissent en filière, en écosystème, parce que c'est juste un prérequis indispensable. Stanislas, ça bouge, effectivement. Oui, carrément. Sur cette partie-là, je pense que les startups, pas que les startups d'ailleurs, il y a tout un tas de PME et de TI également qui sont qui rebattent les cartes. Je pense, tu parlais des drones, je pense à Turgis et Gaillard, bien évidemment, et il y en a plein dans le spatial également. Un des gros avantages qu'a les États-Unis typiquement aujourd'hui sur du développement industriel et du développement au niveau ingénierie très complexe par rapport à l'Europe, c'est le fait que dans les années 2000, ils ont eu des boîtes qui ont passé le stade de la survie et qui, contre toute attente, ont survécu, des SpaceX, Tesla, etc. Alors vous allez me dire, c'est toutes des boîtes d'Elon Musk. Est-ce que c'est un hasard ou pas, je ne sais pas. Mais le fait est que ça a créé des milliers et des milliers d'ingénieurs qui ont été habitués à faire ça et qui sont allés se disséminer dans un nombre d'industries. Et ça a créé un millier, voire dizaines de milliers de sous-traitants derrière également. Et en fait, ça, on est un peu en train de le faire. Parce que c'est vrai que j'avais jamais réfléchi comme ça, mais le fait est que oui, quand on arrive, quand on va voir un partenaire, même si c'est un partenaire qui est déjà dans le spatial, généralement, la demande qu'on lui fait, c'est la première qu'il a. Pour une bonne partie d'entre eux. Et je ne parle pas de tous les partenaires qu'on a juste à côté de chez nous et qu'on fait faire du spatial pour la première fois de leur vie. Alors, le spatial chez nous, c'est pas aussi... comment dire c'est pas aussi raffiné que les gens peuvent le penser. On est plutôt sur simple and dirty que la technologie de pointe. Mais tout ça pour dire que ouais, c'est un enjeu majeur et du coup que les startups se réunissent, puissent partager ces enjeux-là, puissent se représenter également. Il faut une indépendance des voix des startups pour peser, pour s'entraider, parce que non seulement on n'a pas envie si une startup est sous-traitante, pas forcément envie que les décisions soient prises par son client direct. Niveau négociation, ça n'aide pas. Et si une startup est en compétition, pas envie non plus. Donc voilà, nous c'est ce qu'on a fait côté spatial en créant une association dédiée qui est représentée au niveau de l'État. Starter fait ça très bien avec tous les métiers de l'aéronautique et du spatial également. Il faut jouer collectif, voilà. C'est absolument nécessaire. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive au bout de notre séquence. Merci. Jean-Christophe et Stanislas. Et bon big à tous les deux. À suivre, réinventer le contrat social pour fidéliser, engager durablement. On parle RH dans la prochaine séquence.